Bienvenue dans la nouvelle leçon du cours ACEL. Il s'agit de la première leçon consacrée à l'abstraction des motifs. Nous aborderons ce que signifie abstraire un motif et pourquoi abstraire les motifs en général. Je présenterai un tutoriel expliquant pourquoi abstraire les semi-groupes et les monoïdes en particulier. Nous allons ensuite abstraire le motif et créer les classes de type semi-groupe et monoïde. Une fois leur fonctionnement compris, nous verrons ce que ces classes de type permettent d'accomplir. Que signifie abstraire un motif? Nous, les humains, sommes très doués pour détecter les motifs. Par exemple, dans la 6e leçon, nous avons écrit les fonctions suivantes. La fonction pour additionner une liste d'entiers. La fonction pour multiplier une liste d'entiers est la fonction pour combiner une liste de booléens avec l'opérateur AND. Une fois que nous avons écrit cela, nous avons découvert qu'il y avait un motif répétitif dans toutes ces fonctions. Nous en avons donc créé une seule qui contient ce motif et prend tout ce qui est différent comme argument fonction de droite par défaut. Et puis parce que nous avons cette fonction qui représente L'. Idée abstraite d'appliquer une fonction pour combiner la première valeur d'une liste et le résultat de l'application récursive de la même fonction au reste de la liste. Ou plus simplement en réduisant une liste à l'aide d'un opérateur binaire. Nous avons remplacé l'implémentation des fonctions originales par l'abstraction comme ceci. Cette série d'étapes, d'abord écrire du code, puis identifier le motif dans le code, puis créer une structure pour contenir ce motif s'il est utile. Et enfin utiliser cette structure au lieu d'écrire explicitement le motif. Dans notre cas, en Haskell, par structure, nous entendons les types, les fonctions et les classes de type. D'autres langages de programmation peuvent en utiliser d'autres, comme les classes orientées objets. Voilà donc ce que nous entendons lorsque nous parlons d'abstraction de motifs comme d'un petit cavier. Il est important de noter que nous ne devons pas extraire tous les motifs. Comme je l'ai déjà dit, nous, les humains, sommes très doués pour détecter les motifs. Mais tous ne méritent pas d'être abstraits. Ne vous inquiétez pas pour l'instant, vous apprenez à faire la différence avec la pratique. Nous savons donc comment abstraire les motifs, mais pourquoi devrions-nous abstraire les motifs? Ce sera une question raisonnable pour nous, et il y a plusieurs raisons. Les plus notables seront la réutilisation facile du code comme suit, comme dans l'exemple de dossier précédent. Sachez que vous avez implémenté le motif récursif une fois, vous pouvez l'utiliser n'importe où. Il est également utile de masquer des détails importants. De plus, dans l'exemple précédent, nous avons abordé les détails de la manière exacte dont nous implémentons la récursivité à l'intérieur. Grâce à cela, le code devient une courte ligne qui ne montre que ce qui nous intéresse. Quelle fonction binaire nous appliquons et quelle est la valeur de départ? Pour obtenir un code clair et concis. Que vous et les autres puissiez comprendre rapidement. En utilisant « fallWrite » au lieu d'écrire explicitement le motif. Le lecteur comprend instantanément ce qui se passe. Nous plions une liste. Une seconde suffit pour comprendre le fonctionnement de cette ligne de code et passer à la suite. Ces raisons s'appliquent à toute abstraction correctement dérivée. Mais qu'en est-il spécifiquement du semi-groupe et du monoïde? Pour que je reçoive toute votre attention tout au long de cette leçon, je vais partager un problème concret qui devient nettement plus facile en abstraction du semi-groupe et du monoïde. L'évolutivité. Plus précisément la mise à l'échelle des calculs et de la complexité du résultat sans augmenter la complexité du code. Si vous avez travaillé avec un langage de programmation en production, vous savez probablement qu'il s'agit d'un problème complexe et difficile. Nous, développeurs, avons donc besoin de toute l'aide possible. À la fin de la leçon, après avoir découvert le semi-groupe, nous verrons comment cette abstraction facilite la mise à l'échelle. Commençons par la classe de type semi-groupe. Dans le premier exemple, nous avons abstrait un motif dans une fonction. Et maintenant nous allons l'abstraire dans une classe de type. Ce n'est pas nouveau. Si l'on y réfléchit bien, la classe de type num est une abstraction de la propriété et des comportements que devraient avoir les nombres. Tous les nombres devraient pouvoir être additionnés, soustraits, multipliés, etc.
certains types, considérés comme des nombres, se comportent fondamentalement différemment. Par exemple, on peut obtenir des nombres fractionnaires avec float, mais pas avec integer. La classe de type num n'abstrait donc que les comportements que tout type de type nombre devrait avoir. Nous allons maintenant reproduire ce que quelqu'un d'autre a fait pour les nombres, mais avec un concept différent. Regardez ce code. Qu'avons-nous en commun dans les trois cas? Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez. Eh bien, dans tous les cas, il y a une fonction binaire qui combine en quelque sorte deux valeurs d'un type. Pour produire une nouvelle valeur du même type et en plus de cela, l'opération binaire est associative, ce qui signifie que l'ordre dans lequel nous appliquons la fonction binaire n'a pas d'importance. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons appliquer la fonction binaire pour d'abord m'abstraire, puis appliquer la fonction binaire au résultat de cette nouvelle valeur et nous obtiendrons la même chose si nous appliquons d'abord la fonction à moi et le point d'exclamation, puis appliquons la fonction binaire au résultat de cette chaîne abstraite, donc c'est associatif et c'est tout le concept. Le semi-groupe est un type qui a une opération binaire associative. C'est tout, cela semble être un choix arbitraire. Comme pourquoi cette abstraction plutôt qu'une autre? Eh bien, ce sera clair pourquoi à la fin de la leçon. Cependant, comme toutes les abstractions que nous aborderons dans ce cours, c'est à cela que nous réalisons qu'elles sont plus utiles que d'autres. Ok, donc maintenant que nous avons un concept que nous voulons représenter et que nous savons que nous avons besoin qu'il soit disponible pour plusieurs types, nous allons créer une classe de type qui le représente. Et c'est tout, je sais, c'est un peu anticlimatique. Tout ce battage médiatique pour la classe de type à deux lignes. Nous avons choisi d'utiliser un opérateur qui ressemble à un diamant au lieu d'une fonction de préfixe régulière, car le cas d'utilisation le plus courant, comme nous l'avons vu dans les exemples que nous utilisons pour extraire le modèle, est d'appliquer la fonction binaire comme fonction infixe. Maintenant, attendez une minute, qu'en est-il de l'associativité? Où apparaît-elle dans le code? Eh bien, la vérité est que même le système de types Haskell, le plus puissant de tous les langages grand public à usage général, ne peut pas restreindre cette propriété. Et parce que nous ne pouvons pas utiliser de code pour transmettre ces exigences, nous utilisons des pertes écrites en texte brut. Et nous demandons aux développeurs de les suivre. Bien sûr, les développeurs les suivent car ces pertes apportent beaucoup de valeur, dans ce cas, chaque fois que vous créez une instance de semi-groupe. Vous devez vous assurer de satisfaire la loi d'associativité, qui, comme vous pouvez le voir, représente simplement l'associativité. Si nous combinons trois valeurs et que nous combinons d'abord la deuxième et la troisième puis la première, nous devrions obtenir le même résultat que si nous combinons d'abord les deux premières puis la troisième, c'est tout, d'accord, nous avons notre abstraction prête. Regardons l'instance pour voir comment cela fonctionnera, en commençant par l'instance de liste. Nous devons choisir une opération binaire, c'est vraiment facile pour les listes. Si vous explorez les préludes et les données qui répertorient les modules ou encore plus simple, si vous recherchez le type en utilisant Google, par exemple comme ceci et que nous filtrons, nous ne voulons que les éléments fournis avec la base. Dans la bibliothèque, nous avons constaté qu'un seul opérateur utilise deux listes pour en générer une autre. De plus, il est associatif. Nous avons donc choisi l'opérateur plus, dont nous savons déjà qu'il s'agit de la solution. Il est donc utile de revoir le processus. Nous pouvons maintenant implémenter notre instance. Cette fois, je vais vous montrer toutes les méthodes possibles. J'espère que vous pouvez maintenant le découvrir par vous-même. Ainsi, l'instance de semi-groupe pour une liste de A définit cet opérateur diamant comme l'opérateur de concaténation. Cela revient à définir l'opérateur de concaténation en utilisant
Le diamant comme fonction de préfixe ou en le définissant comme fonction d'un fixe. Les trois implémentations sont identiques, écrites différemment. Vous pouvez donc choisir celle que vous souhaitez. Dans ce cas, l'opérateur étant déjà défini. Le mieux est de l'utiliser dès la première implémentation. Si vous êtes curieux. Voici comment il est défini dans la bibliothèque de base. Maintenant que nous avons notre implémentation, vérifions grossièrement que la loi d'associativité est valable en effectuant quelques tests à la main. Nous allons donc d'abord vérifier que la combinaison de is et 10, puis true est égale à 10. True, puis combiner eux et nous allons faire la même chose pour une liste de booléens et exécuter 10. Cela nous donnera la vérité pour tout car l'instance est correctement implémentée. Bien sûr, ce n'est pas une preuve que la loi est valable. C'est juste une suggestion que cela semble fonctionner, ce qui est plus que suffisant pour nous. Cependant, grâce à la pureté de Haskell, nous pourrions prouver cette loi par induction ou par test de propriété. Cela sort du cadre de ce cours. Mais je vais lier une explication dans la description de la vidéo, juste au cas où vous seriez curieux. Et c'est tout, nous avons notre première instance de semi-groupe. Il semble que toutes les autres instances de semi-groupe seront quelque chose comme ça. Alors en avons-nous terminé ? Eh bien, il y a encore une chose que nous devons prendre en compte. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de réponse claire quant à l'opérateur à utiliser ? Par exemple, si nous utilisons des nombres, une recherche rapide nous donnera 4 opérateurs binaires. Mais attendez, si nous vérifions rapidement l'associativité, comme je viens de le faire. Nous voyons que les fonctions moins et soustraction ne sont pas associatives. Cela a du sens car la soustraction n'est pas non plus associative en mathématiques. Nous nous retrouvons donc avec seulement 2 fonctions, laquelle devrions-nous utiliser ? Les 2 fonctions satisfont aux exigences du semi-groupe d'être une opération binaire associative. Mais nous ne pouvons implémenter qu'une seule instance de semi-groupe, ou le pouvons-nous ? Il s'avère que certains types, dans ce cas, tous les types numériques, ont plus d'une instance de semi-groupe valide. Pour résoudre ce problème, nous créons un nouveau type par opération valide et utile qui encapsule le type d'origine. De cette façon, nous pouvons implémenter autant d'instances que nécessaire, car ce sont des types différents. Dans le cas présent, parce que les opérations de somme et de produit sont toutes deux précieuses, nous encapsulerons le type numérique dans les nouveaux types sum et product. Comme vous pouvez le voir, ces nouveaux types prennent le type comme constructeur et le conservent à l'intérieur. C'est tout, ils ne font pas grand-chose d'autre. Nous utilisons la syntaxe d'enregistrement pour avoir un moyen simple d'extraire la valeur de l'intérieur sans avoir besoin de correspondance de modèle. Alors exécutons ceci pour que nous ayons les nouveaux types et maintenant vient la magie. Nous allons implémenter les instances de semi-groupe en utilisant leurs opérations binaires correspondantes comme ceci. Nous implémentons l'instance de semi-groupe pour le type sum A dans le cas où A doit être une instance de la classe de type num et nous faisons correspondre les motifs pour extraire les valeurs internes. Appliquons l'opération binaire que nous voulions appliquer dès le départ, puis encapsulons à nouveau pour obtenir le type correct. Pour le produit, nous créons une instance de semi-groupe de produit. Nous faisons correspondre les motifs au constructeur. Pour extraire les valeurs numériques réelles, appliquons l'opération manie et encapsulons à nouveau. Comme vous pouvez le voir, la seule chose qui change est que nous devons nous assurer que le type à l'intérieur de SumOnProduct est également une instance de num, afin d'avoir les opérateurs plus et produits. À part ça, c'est juste une correspondance de motifs pour envelopper les nombres. Appliquer l'opération binaire et envelopper le résultat. Donc maintenant que nous avons nos instances, essayons. Exécutons ceci. Si nous combinons la somme 3 avec 2, nous obtenons 5, donc 3 plus 2 égale 5, parfait, produit 5 combiné avec le produit 9. Nous obtenons le produit 45, parfait, et si nous vérifions l'associativité, si nous combinons d'abord 4 et 5, puis quelqu'un doit être égal pour combiner 5 et 1, puis 4. Et nous obtenons que c'est également vrai. Et enfin nous pouvons combiner autant de valeurs que nous le souhaitons, puis appliquer la fonction pour les extraire du résultat et nous obtenons là
valeur numérique réelle et c'est ainsi que nous résolvons le problème et ce n'est pas le seul cas. Nous avons également deux options entre tous les types ordonnables. Les fonctions max et min sont toutes deux des opérations binaires associatives et les deux ont du sens à utiliser. Nous faisons donc de même. Nous créons de nouveaux wrappers de type qui vont exécuter ceci et nous créons des instances de semi-groupe avec les opérations binaires associatives correspondantes, enfin nous le testons. Si nous combinons le minimum de 3 et le minimum de 6, nous obtenons le minimum de 3. Le maximum de 9 est 0, nous avions 9, l'associativité est également respectée. Et un exemple de la façon dont nous pouvons extraire la valeur après avoir combiné max 3, max 5, max 2, qui est 5. Le cas des booléens est très similaire. Si similaire en fait que vous devez l'implémenter dans le cadre des devoirs de cette leçon. Mais avant de passer au monoïde, implémentons un semi-groupe pour un type que nous avons créé nous-mêmes. Par exemple, le type de gravité, un type qui représente la gravité de l'urgence. Exécutons ceci, donc la gravité peut être faible, moyenne, élevée ou critique. Nous n'avons pas d'opération Vini associative préexistante. Nous devons donc en trouver une. Que pensez-vous que ce sera une bonne opération associative binaire ? Pour la gravité, mettez la vidéo en pause si vous voulez y réfléchir un peu. Ou mieux encore, essayez de l'implémenter vous-même. Ok, voici ma réponse. Nous voulons combiner les niveaux de gravité. Il est logique que si nous avons deux urgences de même gravité, nous devions en renvoyer une avec la même gravité, et si elles sont de gravité différente, nous devions renvoyer la plus élevée, nous pourrions donc définir ceci. Instance de semi-groupe de gravité comme ceci. Instance de semi-groupe pour la gravité ou si la première valeur est critique. Je ne me soucie pas que l'autre soit critique. Même chose pour la deuxième valeur et même chose pour la valeur élevée. La valeur moyenne, et si la valeur ne correspond à aucune de ces combinaisons. La seule combinaison possible qui reste est que les deux soient faibles. Nous renvoyons donc faible, je pense que cela a beaucoup de sens. Vérifions si l'opération binaire est réellement associative. Donc si nous combinons élevé avec moyen, nous obtenons élevé, si nous combinons moyen et faible, nous obtenons moyen. Et si nous combinons d'abord élevé et faible, nous obtiendrons moyen, puis nous combinons avec critique, nous obtiendrons critique. Et cela devrait être la même chose que si nous combinions d'abord faible et critique, nous obtiendrons critique. Puis si nous combinons élevé avec critique, nous devenons critique. Donc les résultats sont identiques dans les deux cas, et voilà. Nous avons créé notre cinquième instance de semi-groupe. Si vous avez tout compris jusqu'à présent, la prochaine abstraction sera un jeu d'enfant. Parlons donc de la classe de type monoïde. La classe de type monoïde s'appuie sur la classe de type semi-coup pour ajouter un comportement supplémentaire, petit mais significatif. Regardons le même exemple que nous avons vu au début, mais avec une légère modification. Avez-vous remarqué des changements dans le code ? Une opération supplémentaire a été ajoutée à la deuxième ligne de chaque exemple. Mais cela n'affecte pas le résultat final, car l'une des valeurs n'a aucun effet. Nous appelons valeur qui ne modifie pas le résultat lorsqu'une opération binaire lui est appliquée. La valeur d'identité de l'opération. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ce concept. Nous apprenons d'abord les identités lorsque nous apprenons la récursivité et à quel point. Les valeurs d'identité sont vitales dans des cas de base définis et comme vous pouvez le voir, l'une est l'identité de la multiplication. True est l'identité de l'opérateur ent. Et la chaîne vide est l'identité pour la concaténation des chaînes. Ce qui signifie plus généralement que la liste vide est l'identité pour la concaténation de la liste. Donc si nous l'épelons, le modèle que nous voyons ici est un monoïde est un type qui a une opération binaire associative avec une identité. Mais nous avons déjà une classe de type représentant l'opération binaire associative. Donc au lieu de nous répéter, nous pouvons faire de monoïdes une sous-classe de semi-groupe et ajouter uniquement l'élément d'identité comme ceci. Dans ce cas ici,
nous créons la classe de type monoïde qui ajoute l'opération memPty. De type A avec la restriction que ce type A doit également être une instance de semi-groupe. Ici la valeur memPty représente l'identité. Elle est appelée comme ça par convention. Vous pouvez la lire comme M pour monoïde empty car elle ne fait rien, donc memPty est monoïde vide. Et ce sera conceptuellement cela, mais si nous regardons là. Classe de type réel, cela pourrait ressembler à ceci, et pourquoi est-ce? Dans ce cas, nous avons le même opérateur vide, qui est l'élément d'identité, mais nous avons aussi l'opérateur d'ajout de monoïde qui est le même que l'opérateur de semi-groupé. Nous avons aussi l'opérateur de concat de monoïde qui prend une liste de monoïdes et renvoie un monoïde qui est défini comme fold right appliqué à l'opérateur de semi-groupé. L'opérateur memPty que nous définissons ici donc comme vous pouvez le voir ici là. Définition minimale est juste de définir soit memPty soit concat, ce qui est logique parce que myPen est juste livré avec un semi-groupe et mConcad applique juste tous les droits aux opérations que nous avons déjà. Donc la seule chose dont nous devons vraiment nous soucier est l'élément d'identité. Donc ce sont les comportements supplémentaires qu'ils sont en fait dans la classe de type monois. Mais pourquoi avons-nous des fonctions supplémentaires? Eh bien, parce que dans les versions précédentes de Haskell, nous n'avions pas la classe de type semi-groupe. La classe de type monoïde était autonome. Devait définir son propre opérateur binaire associatif. La fonction monoïde app ou mappant était l'apostrophe. Opération binaire associative définie dans semi-groupe, et la fonction monoconcat ou mconcat est un comportement que nous obtenons gratuitement grâce aux fonctions memPty et mappen. Je dis que cela pourrait ressembler à cela car, au moment où vous regarderez cette vidéo, nous n'aurons peut-être plus mappant dans monoïde. Puisque nous avons maintenant semi-groupe, mappant dans mono est redondant et sa suppression est prévue dans les futures versions de GAC. Nous n'avons pas retiré mon stylo de monoïde lors de l'introduction de semi-groupe, car cela aurait cassé pratiquement tous les programmes écrits en Haskell. Donc, pour éviter de recevoir des courriels mécontents de chaque développeur Haskell, les mainteneurs affichent les modifications pour laisser à chacun le temps de se rattraper avant de le supprimer. Notez cependant qu'ici, le même phénomène se produit que pour la restriction imposant que l'élément memPty soit. L'identité de l'opération est absente. Impossible de l'appliquer par le code. Nous créons donc une perte indiquant au développeur qu'il doit ajouter des règles supplémentaires lors de l'implémentation des instances de monoïde. Il s'agit de la perte monoïdale. Lors de la création d'une instance de monoïde, il faut s'assurer qu'elle respecte cette perte. La loi d'identité de droite est assez simple. Si nous appliquons l'opération binaire à une valeur quelconque et à memPty, nous devrions obtenir la même valeur initiale. Par exemple, si nous appliquons l'opération binaire à somme 4, la somme 0 devrait être identique à somme 4. Comme vous pouvez le constater, ceci est un spoiler, somme 0 est l'élément memPty pour somme argent. Et bien sûr, nous devons respecter la loi d'identité de gauche, qui est identique à l'identité de droite. Mais en la combinant de l'autre côté, nous combinons donc mempt avec valeur. Et nous devrions obtenir la valeur. Comme vous pouvez le constater, un 0 combiné à un 4 devrait être identique à un 4. Ce sont les deux identités dont vous devriez vraiment vous soucier. Puisque la troisième, la loi d'associativité, devrait déjà être respectée. Car vous utilisez le même opérateur que vous utilisez pour le semi-groupe. Et enfin la quatrième sera toujours respectée. Tant que vous ne définissez pas mConcat par vous-même. Ce qui n'est pas nécessaire car mconcu est déjà défini comme à droite de l'opération binaire et memPty. Et parce que nous avons déjà l'opération binaire, parce que nous avons déjà un semi-groupe si nous définissons un monoïde. Et nous définissons déjà memPty, nous avons déjà mConcat. Donc en supposant que vous ne définissiez pas mConcat et que l'instance de semi-groupe soit correctement définie, vous n'avez qu'à vous soucier des identités de droite et de gauche, qui sont assez faciles à tester. Ok, implémentons quelques instances de monoïdes. C'est en fait assez facile.
car nous avons fait la partie difficile lors de l'implémentation de la classe de type semi-groupe. Voici les instances mono pour tous les types sur lesquels nous avons travaillé aujourd'hui. Le premier est commenté car il est déjà fourni par Prélude. Donc comme vous pouvez le voir, l'instance d'argent pour les listes est la liste vide comme nous en avons discuté précédemment, et toutes les autres instances sont également assez simples. Vous devez penser à une valeur qui ne change pas le résultat lorsqu'elle est appliquée à l'opérateur binaire associatif semi-groupe. Donc si vous additionnez 0 à value, vous obtenez la valeur initiale. Si vous multipliez value par 1, vous obtenez la même valeur initiale. Si vous comparez si value est supérieure à la plus petite valeur que le type peut avoir, vous obtenez la même valeur initiale. Et si vous comparez si value est inférieure à la plus grande valeur possible que le type peut avoir, vous obtenez la même valeur initiale. Et enfin, si vous combinez n'importe quelle gravité avec la plus basse, vous obtenez la même gravité initiale. Tout est assez facile à faire. Sauf peut-être pour le max et min que vous devez comprendre que vous devez ajouter une restriction bornée aux deux pour vous assurer que vous avez réellement une valeur maximale et minimale et pour la fournir réellement comme valeur empty. Nous avons donc nos instances et voici quelques exemples. C'est un peu encombré, je sais, mais allons-y un par un. Donc SumAim, SumEom à combiner avec empty. Combiné avec SumTh devrait être le même que Sum à combiner avec SumThree. Et nous voyons que c'est mconcat qui est plié à droite appliqué à l'opérateur binaire et la carte d'une liste de valeurs devrait être égale à ceci concaténé. Valeur par elle-même et vous pouvez voir ici que l'avoir ou ne pas l'avoir n'est pas pertinent. Donc nous combinons simplement le produit A et TH puis nous demandons la valeur empty de L'. Entier max et comme vous pouvez le voir vous obtenez 92 blablabla qui est L'. Entier minimum possible, rappelez-vous que int est une valeur bornée donc vous ne pouvez pas avoir infiniment grand et infiniment petit dans. Et si nous combinons max 2 avec empty qui est cette valeur super petite et max 3 nous obtenons comme résultat max 3 car c'est le plus grand des 3 nous vérifions la même chose pour le minimum int et nous obtenons le plus grand int possible nous faisons la même combinaison vide avec ce 92 blablabla. Combiné avec min2 combiné avec empty nous obtenons min2 car c'est la plus petite des trois valeurs. Nous pouvons également mconcat dans ce cas les valeurs de gravité. Donc nous avons empty, medium, empty. Nous obtenons medium, donc empty ne fait rien. Et finalement nous avons que l'opérateur semig appliqué à la somme 9 et à la somme 11 devrait être égal à l'opérateur monoïde mapen appliqué à la somme 9 et à la somme 11, car elles sont identiques. Point. Ceci nous donne bien sûr vrai, et c'est tout. Nous avons créé nos 5 premières instances de monoïdes. Maintenant que nous connaissons le semi-groupe et le monoïde, répondons à la grande question. Que pouvons-nous faire avec le semi-groupe et le monoïde? Nous avons déjà établi qu'en abstrayant les motifs, il est plus facile de réduire le code, de masquer les détails d'implémentation qui ne font pas partie de la logique principale et d'obtenir un code clair et concis. Que vous et d'autres puissiez comprendre rapidement, mais cela vaut pour toutes les abstractions en général. Quel est l'avantage du semi-groupe et du monoïde en particulier? Parlons du calcul distribué. Imaginez que vous ayez un ensemble de données d'étoiles avec différents points de données, leur taille, leur masse, leur luminosité, etc. Et que nous souhaitions savoir laquelle est la plus ancienne. Nous ne pouvons pas mesurer l'âge d'une étoile, nous devons donc le calculer. Avec une formule qui prend toutes les données d'une étoile et renvoie son âge approximatif. Si ce calcul prend une seconde et que nous avons un ensemble de données d'1 millier d'étoiles, il faudra environ 17 minutes pour le terminer. Ce n'est pas un gros problème, mais ce n'est pas un nombre réaliste d'étoiles. Gaia, l'un des télescopes des agences spatiales européennes, prend actuellement des mesures précises de près d'1 milliard
avec AB des étoiles les plus brillantes du ciel. C'est un nombre trop grand pour que nous puissions le comprendre. Alors disons que nous mettons la main sur un ensemble de données de 1 million avec M. 1 million d'étoiles, si vous voulez exécuter votre fonction sur cet ensemble de données. Cela prendra 114 ans pour le terminer, vous serez probablement mort avant la fin. Si seulement il y avait un moyen de réduire le temps de pondération, eh bien s'il y en a. Le résultat du calcul IO est un monoïde, le calcul IO lui-même est également un monoïde. Cela signifie que vous pourriez envelopper le résultat des calculs avec le monoïde max. Divisez le travail en disons 200 serveurs qui s'exécutent en parallèle et fusionnez les résultats dès que 2 serveurs consécutifs terminent leur calcul. Au final, au lieu d'attendre 114 ans, vous n'aurez plus qu'à attendre 6 mois. Cela représente 0,5% du temps nécessaire avec un seul serveur. Et vous pourriez bien sûr réduire le poids en multipliant les serveurs. Cette attente pourrait être réalisée, et a été réalisée, sans semi-groupe ni instance monoïde. Leur utilisation a simplifié les choses. Tellement simplifié que nous n'avons pas eu à modifier le calcul. Nous avons simplement intégré le résultat au constructeur maxé. Avons modifié une ligne d'appel pour rendre le calcul parallélisable. Prenons maintenant un exemple plus visuel, comment adapter le résultat à la complexité sans augmenter la complexité du code. Imaginons que nous ayons un réseau social avec un formulaire que l'utilisateur doit remplir avec ses informations personnelles pour créer son compte. Les utilisateurs souhaitent ensuite pouvoir configurer leur expérience. Ils donc ajouter une page de paramètres, qui n'est qu'un autre formulaire. Après un certain temps, ajouter le formulaire pour modifier leur image de profil. Nous devons l'ajouter aux paramètres formulaire mais aussi à l'intérieur de celui pour créer le compte afin qu'ils puissent le faire immédiatement. Nous créons donc un composant réutilisable et le plaçons dans les deux. Les entreprises veulent également utiliser notre application. Nous avons donc un formulaire pour les paramètres d'une entreprise qui doit également être à l'intérieur de celui pour ouvrir le compte. Et bien sûr, les gens perdent leur mot de passe, nous créons donc un formulaire réutilisable pour changer ou mot de passe et le placerons dans les paramètres utilisateurs habituels et les paramètres de l'entreprise. Il ne s'agit pas seulement de formulaire, c'est l'architecture conventionnelle que suivent la plupart des programmes. Combiner plusieurs composants de type A, chaque formulaire individuel. Pour générer un réseau ou une structure d'un type différent, B. Cela signifie que chaque fois que nous ajoutons quelque chose qui génère une expérience utilisateur plus complexe, la complexité de notre code augmente exponentiellement. Car nous devons non seulement créer le nouveau composant, mais aussi l'intégrer dans l'ensemble du système. Et à chaque ajout, cela devient de plus en plus difficile. Et si les formulaires eux-mêmes étaient des semi-groupes ? Dans ce cas, nous n'avons pas à nous soucier de leur intégration puisque cela est fait par notre opérateur binaire associatif. Comme vous pouvez le voir sur l'image, cette structure complexe est constituée de 3 structures distinctes combinées. À l'aide de l'opérateur binaire, nous obtenons une structure tout aussi simple que nous pourrions combiner avec d'autres. La complexité reste la même, car la logique d'intégration de ces formes est définie une fois pour toutes lors de la création de cette instance de semi-groupe et est contenue dans cet opérateur. Dans ce type d'architecture, nous combinons plusieurs composants de type A pour en générer un nouveau du même type. Ainsi, si nous souhaitons ajouter une nouvelle forme, peu importe que nous en ayons déjà une, 10 ou 100, la complexité est toujours la même, il faut toujours créer une nouvelle forme. Mais l'intégration est gratuite. Ce sont 2 manières assez évidentes de créer des instances de semi-groupe et de mono. Pour plus d'exemples, il faut se renseigner. Si vous vous demandez pourquoi séparer à nouveau semi-groupe et monoïde ? Pouvons-nous simplement avoir un monoïde et c'est tout ?
Eh bien, le monoïde est plus puissant que le semi-groupe, donc d'après ce que nous savons maintenant. Il sera plus logique de n'avoir que la classe de type monoïde, mais voici le problème. Certains types peuvent être des instances de semi-groupe, mais pas de monoïde et cela n'a pas de sens que nous devions perdre la majeure partie de la puissance simplement parce que nous n'avons pas d'éléments d'identité. Par exemple, il y a un hucle de typage qui représente une liste qui ne peut jamais être vidée. À cause de cela, elle n'a pas d'éléments d'identité et ne peut jamais être un monoïde. Vous êtes curieux de savoir comment cela fonctionne? Eh bien, faites vos devoirs pour le découvrir et je vous verrai dans le prochain.